Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 14 août 2022. L'invité du dimanche sur la télévision Labari reçoit aujourd'hui M. Oumar Moussa. Il est le directeur de cabinet adjoint en second du président de la République. M. Oumar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Avec M. Oumar, nous allons parler de la décision du gouvernement annoncée le 31 juillet dernier d'augmenter le prix du litre du gasoil à la pompe. Et qui est entrée en vigueur le lendemain de cette annonce, c'est-à-dire le 1er août dernier. Une décision qui a suscité un lever de bouclier au sein de l'opinion et a suscité donc des rencontres que le chef de l'État a eues avec les différentes couches socio-professionnelles de notre pays. Nous allons donc parler de cette rencontre, mais aussi des motivations de cette décision qui est plutôt incomprise jusqu'ici par les populations. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. L'actualité de ce jour, c'est d'abord cette cérémonie de remise des prix aux meilleures œuvres journalistiques sur les sujets liés aux vulnérabilités sociales. C'est à l'issue d'un concours organisé par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, avec l'appui financier de l'ONG Oxfam. Je vous propose de suivre le résumé de cette cérémonie de remise des prix avec nos reporters Halid Bourema et Hamza Sakou. Après une semaine de séances de formation sur le journalisme sensible aux vulnérabilités, elles étaient 15 œuvres journalistiques pour le compte du concours national en production des œuvres médiatiques sur des sujets sensibles aux vulnérabilités sociales. Un concours initié par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tribune citoyenne. L'évaluation, je disais, du jury a permis de choisir 4 meilleures productions attendues par le RTIN. C'est ce qui nous a été demandé, dont 2 pour recevoir des prix et 2 autres pour recevoir des encouragements. Et comme par hasard, la parité a été respectée ici, elle était au rendez-vous. On a une femme, un homme de chaque côté. Nous avons Amina Abdou du groupe radio et télévision Dunia du Niamey, qui a traité de la dépravation des mœurs à Niamey. Elle a eu la note de 14 sur 20. Ex-aequo, nous avons Mustafa Menassar de la radio Garkwa de Maradi, qui a aussi la même note. Donc, ils sont 2 à avoir 14 sur 20. Puis, il a traité de l'insécurité transfrontalière le long de la frontière nigéro-nigériane sur sa portion d'Issa. De leur côté, les lauréats à ce concours ont émerveillement manifesté leur joie. C'est tout d'abord un sentiment de satisfaction d'un travail accompli. C'est la joie, c'est tout simplement la joie et la satisfaction. C'est que du bonheur parce que ça vient consacrer après des semaines de réalisation d'une production qui nous a été demandée. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des journalistes. Les membres du jury encouragent les journalistes à s'intéresser aux sujets relatifs aux vulnérabilités sociales qui sont des préoccupations de masse et qui permettent de donner la parole aux sans-voix. Les membres du jury demandent aux journalistes d'être rigoureux dans leur travail et de respecter les règles d'éthique et de déontologie de leur métier. À l'endroit des responsables des rédactions, le jury recommande d'organiser des sessions de formation in situ pour rappeler aux journalistes les règles de l'écriture radio et télévision, d'initier les journalistes à maîtriser la manipulation des équipements de reportage, d'accompagner les journalistes dans l'apprentissage du montage audio et vidéo, d'associer les techniciens dans les renforcements de capacités pour une maîtrise du mixage pour un son de qualité. Pour sa part, la représentante du ministre de la Communication a tenu à saluer l'initiative avant d'encourager l'ensemble des médias à suivre l'exemple du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger en jetant régulièrement des regards croisés sur des questions de vulnérabilité sociale. Allons cette fois-ci à la découverte de notre lauréat. Il s'appelle Sani Nomo. Il est lauréat, en effet, il est admis plutôt au baccalauréat session de G 2022 cette année. Il est âgé de plus de 50 ans. Il a quitté les bancs de l'école en 1984. Allons donc à la découverte de ce quinquagénaire admis au bac cette année avec nos confrères de la télévision Labari Matassa. C'est une web TV. Enfin,
il a eu, après 3 tentatives, ce père de famille âgé de 56 ans, résident à Niamey, répondant au nom de Sani Nomaou, vient ainsi de décrocher son baccalauréat session 2022 au Niger. Ce père de famille a décroché ce prix Sésame après avoir quitté les bancs depuis 1984. On tient à vous féliciter pour cette admission au bac session de cette année. Pourquoi c'est après l'âge de la retraite que vous avez décidé de participer à ces épreuves? Et qui m'a motivé à vouloir vraiment parfaire mes connaissances, parce qu'aujourd'hui nous vivons un monde d'excellence. Tout ce que vous faites, vous devrez le faire avec excellence. Et même en tant que pasteur, il est dit dans nos 2 religions, le christianisme et l'islam. Au niveau du christianisme, Dieu a dit « Mon peuple périt par manque de savoir ». Mon peuple périt par manque de savoir. Et dans l'islam, le prophète a dit en son temps, cherchez le savoir jusqu'en Chine. Après la cinquantaine, dans la salle, vous êtes retrouvés avec vos enfants et vos petits-enfants dans la salle pour ces examens. Comment vous êtes senti dans la salle? Non, en aucun moment, je n'avais aucun complexe parce que je sais ce que je veux. Ce qui était seulement dans ma tête, c'est ma destinée. Qu'est-ce que je cherchais? Moi, je savais que je cherchais un diplôme de bac. Maintenant, peu importe comment les enfants vont me regarder. Je me rappelle d'une petite scène que j'ai vécue en salle. J'ai rencontré une fille que je connais, qui est membre de l'église. Et quand elle m'a dit, elle me dit, papa, vous êtes venu, tonton, vous êtes venu pour faire quoi? Elle dit, je lui ai dit, moi aussi je suis venu me présenter au bac. Elle dit non. Est-ce que vous faites partie des correcteurs? J'ai dit non, je ne fais pas partie des correcteurs. Je suis candidat aussi comme toi. Et je lui ai montré ma convocation. Et c'est en ce moment-là, elle a ri. Et bon, je n'ai aucun complexe. Je n'avais pas de complexe parce que j'étais déterminé. Je savais ce que je veux. 83, 84, ça fait au moins 38 ans que j'ai quitté les bancs et depuis la classe de 4e, je suis allé, bon maintenant on n'a pas besoin de se précipiter au niveau des jurys. J'ai regardé parce que c'est numérisé, j'ai regardé que je suis admis, je suis venu, j'ai partagé avec la famille et la joie était immense. Quand je suis allé faire le relevé, j'ai regardé les affiches et j'entendais les enfants qui disent « Yassam ». J'ai dit oui, je suis admis, je leur ai dit je suis admis. Et un des enfants a eu le courage, il est venu m'approcher et dit tonton, vous êtes admis? J'ai dit oui, je suis admis au premier groupe. Il dit ah, nous vraiment il n'y a pas de chance. J'ai dit bon courage, persévérez, et vous allez réussir bientôt si vous avez vraiment cette abnégation, si vous avez également ce zèle et que si vous avez de la concentration pour ce que vous cherchez. J'ai commencé en 2020 et 2020, la première expérience, je suis tombé au second groupe, mais ça n'a pas marché. On m'a échoué. J'ai repris encore en 2021. Là, carrément, c'était l'échec. Mais j'ai persévéré. Et cette année, par la grâce du Seigneur, voilà que je suis admis au premier groupe. Et je rends grâce à Dieu. Le message a passé à l'endroit de la jeune génération? Le message a passé à l'endroit de la jeune génération. Même pas la jeune génération, mais les gens du vieil âge comme moi. Je pense que c'est très important. Pour se développer, il faut un bagage intellectuel. Voilà, c'est donc la découverte de ce quinquagénaire admis à la session de J 2021 du baccalauréat alors qu'il a quitté les bancs de l'école en 1984. Bravo et félicitations donc pour lui. Partons à présent à la découverte de cette société immobilière pour le commerce et l'investissement dénommée Sissi Niger. Cette société a organisé ce matin une visite terrain au niveau de la cité du travail. Celle-ci, donc cette cité, est située à Tagabati dans la commune rurale de Karma, département de Kolo, région de Tillabéri, et abrite le site que la dite société met à la disposition des jeunes Nigériens soucieux de trouver leur projet de toit. Le résumé de cette visite avec nos reporters Nasser Sedou et Adam Soumana.
C'est par un temps clément que le premier responsable de la Société immobilière pour le commerce et l'investissement, SICI, qu'accompagne ses plus proches collaborateurs et quelques clients de la dite société, ont emprunté le trajet de la cité de travail 6 à quelques encablures de Tagbati dans la commune rurale de Karma. La cité de travail, forte de 1500 parcelles de 400 mètres carrés chacun, est un terrain aménagé que la SICI Niger met à la disposition des Nigériens et notamment les jeunes agents, tant du public que du privé, dans des conditions très souples. Ce projet qui est réparti en 3 phases. La première qui est celle de mise à disposition de ces mêmes terrains sans avance ni caution sur une période de 36 mois, de 36, 24, 12 et 6 mois, libre aux jeunes, à 11 000 francs de la traite, n'est-ce pas, et accompagné d'une couverture d'assurance. Ça, c'est la première phase pour les terrains. La seconde phase constitue à mettre en valeur, n'est-ce pas, le site pour l'ensemble des clients souscrits au projet, n'est-ce pas? L'ensemble des parcelles qui ont été achetées seront aussi clôturées, auront des murs de clôture et des portails. Le même programme sera publié et présenté aux jeunes, n'est-ce pas, sur une période précise et accompagné toujours d'une couverture d'assurance. On ne demande pas une quelconque avance ou un dépôt, une quelconque garantie. C'est pour aider, c'est un projet complètement à caractère social. Après la deuxième phase, maintenant viendra la dernière, la troisième, qui est l'objectif même du projet, celle de construction des logements, les toits. Aussi, un programme sera présenté à la même jeunesse sur les 3 produits, c'est-à-dire à savoir la villa de type F3, F4, F2. 3 chambres salon, 2 chambres salon, viabilisées eau, électricité, carrelées, vitrées. Voilà, et chacune avec le prix et sur une, comment on appelle, avec des échéances précises. Cette visite terrain a permis de mieux renseigner les potentiels clients de la SICI, dont quelques-uns n'ont pas manqué de louer cette initiative. Sincèrement, nous trouvons que l'offre est abordable par rapport aux revenus des travailleurs du Niger. Comme on le dit, chez soi n'est jamais loin. Et vu aussi que c'est à côté de Tagbati, c'est pour ceux qui partent à Tilaberi, qui font le va-et-vient, c'est une zone de référence où il y a un petit marché. Donc je pense que ça va mettre aussi en valeur le terrain. Si nous arrivions à avoir des projets comme ça et qui arrivent à donner des soutiens, vraiment je trouve ça vraiment très bien. Au directeur général de la Société immobilière pour le commerce et l'investissement de revenir sur les raisons de leur choix pour ce projet. Aujourd'hui, les jeunes font partie de cette masse victime de la crise immobilière. Et par rapport à cette situation qui prend de l'ampleur du jour au lendemain au Niger, et qui coïncide avec cette période de la crise économique mondiale, d'où nous, face à nos réalités aujourd'hui, à travers le seul revenu que le salaire, qui n'est plus facile d'économiser et investir. S'auto-suffire, économiser et investir, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi. Donc la première cible, c'est les jeunes, les femmes et tout le monde. Et tout cela nous permettrait d'éviter, si vous voulez, la même erreur qu'ont commis nos parents, celle de travailler et servir l'État pendant des années jusqu'à la retraite et se retrouver dans des maisons de loyer. Alors, jeunes cadres et autres, saisissez cette opportunité inédite que vous offre la Société immobilière pour le commerce et l'investissement Niger via la Cité de travail. La SICI, une jeune société qui a déjà fait ses preuves à travers la Cité de l'Unité. Rencontre de retrouvailles ce matin au quartier Gawé entre les habitants de ce vieux quartier de Niamey situé dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. La rencontre a réuni donc les habitants de ce quartier. Il y avait notamment des habitants qui sont de la diaspora et qui sont venus pour cette rencontre annuelle. Résumé ici pour nous par Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Raffermir les liens entre les habitants du quartier, voilà pourquoi ce cadre de retrouvailles, d'échange, de solidarité, d'unité et d'action a été initié par les natifs et résidents de Gaoye. Ce cadre dénommé la grande famille de Gaoye est une grande famille où parents, amis, cousins à plaisanterie se côtoient, échangent
s'entraident quotidiennement pour la grandeur et le rayonnement du Gawai. De quelques membres en avril 2021, la grande famille compte à ce jour plus de 300 membres de toutes les générations. L'objectif principal de cette rencontre souhaitée de longue date est de se retrouver physiquement. En effet, si pour certains il s'agit de se remémorer les vieux souvenirs d'enfance ou d'anecdotes de vieux copains, pour d'autres, c'est un moment historique de découvrir pour la première fois les parents, les amis dont on ignore jusque-là les visages. N'est-ce pas? Par méritoire et merveilleux. Mais la joie des retrouvailles ne doit pas nous faire oublier nos parents malades à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Pour la mémoire de ceux qui nous ont devancés, implorons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les accueille dans son paradis éternel. En effet, c'est un devoir pour nous de conduire à terme le travail solitaire entamé par notre regretté Idrissa Djibo, que la terre lui soit légère. Il s'agit de la réhabilitation de la morgue de l'hôpital de Gawai. Inch'Allah, nous y arriverons. En dehors de la concrétisation de l'initiative noble et salutaire de notre regretté Idrissa Djibo, dit Jo Bazaza, d'autres actions aussi nobles que salutaires nous devons de pérenniser l'esprit de solidarité et de cohésion qui ont toujours caractérisé la vie des habitants de Gawai. Cette famille a pu se réunir grâce à Bonkano Ouseni à travers la création sur les réseaux sociaux du groupe. Dès le 12 avril que j'ai pensé, comme on s'est dispersé, j'ai à peu près 15 numéros sur mon WhatsApp. Bon, j'ai le président actuel, le président provisoire actuel de la grande famille. J'ai appelé, j'ai dit vraiment, il faut qu'on se revoie pour créer un groupe, pour que notre solidarité retourne de l'ancien Gawai. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des morts, on ne savait pas. S'il y a des baptêmes, on ne savait pas. S'il y a des mariages, on ne savait pas. Mais alhamdulillah, maintenant, depuis qu'on a créé ce groupe-là, tout va bien. Tout le monde, en cas de décès, tout le monde se rassemble à la morgue. En cas de mariage, nous tous, on va se rassembler, c'est les jeunes mariés. En cas de baptême aussi. Le chef du quartier a salué et encouragé ces gens pour cette initiative importante. Et c'est de la joie et la gaieté que s'est déroulée cette rencontre de la grande famille de Gawai. Voilà, je le disais, nous recevons ce soir M. Oumar Moussa. Il est le directeur de cabinet adjoint en second du président de la République pour parler de la question, de la décision plutôt du gouvernement d'augmenter le prix du litre du gasoil à la pompe. C'était le 31 juillet dernier et la mesure est entrée en vigueur le 1er août. Depuis donc, plusieurs structures, des structures organisées ont rendu publiques des déclarations pour dénoncer cette décision du gouvernement. Je propose pour venir à notre invité d'abord de suivre cette déclaration. C'était la deuxième du genre rendue publique par l'intersyndicale des travailleurs du Niger et c'était à la suite d'une rencontre que le chef de l'État Mohamed Bazoum a initiée justement avec ces structures. Le résumé est signé Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. En réaction à la déclaration rendue publique le jeudi 4 août dernier par les centrales syndicales, membres de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, le président de la République, Bazoum Mohamed, les a invités à une rencontre sur la question de l'augmentation de 130 francs sur le prix du litre de gasoil à la pompe, l'unique point qui fait l'objet de cette déclaration. Ainsi, après analyse approfondie des raisons avancées par le président de la République, l'intersyndicale des travailleurs ITN constate qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de venir au secours de la SONIDEP, une société victime du manque d'orthodoxie dans sa gestion. Et si elle est fortement endettée et n'arrive plus à constituer le moindre stock pour la consommation nationale, c'est du fait de la responsabilité de ceux qui l'ont géré, car les prix n'ont guère changé au niveau de la SORAS. Aussi, toute tentative de lier cette hausse à la volonté de s'aligner avec les pays de la sous-région qui n'ont pas les mêmes réalités socio-économiques que le nôtre, dans le souci de protéger la production interne, relève de la duperie. Du reste, le Nigeria, afin d'endiguer la contrebande de marchandises, notamment du riz,
a fermé sa frontière pendant 15 mois. Ces arguments tout aussi fallacieux que saugrenus ne sauraient convaincre le plus naïf des Nigériens. Nous sommes convaincus que d'autres voies pour protéger le marché intérieur existent. C'est pourquoi l'intersyndicale des travailleurs du Niger constate que le dialogue social, principe cardinal de l'OIT, et le caractère démocratique de l'État, selon lequel les décisions en matière de gouvernance sont concertées et non imposées, sont en train d'être enterrées au Niger. Ce qui constitue un grave recul pour la démocratie et une réelle menace sur l'état de droit. L'ITN informe le gouvernement qu'elle n'entendra pas, pour quelque raison que ce soit, consentir des sacrifices pour couvrir la forfaiture d'individus avides qui s'enrichissent impunément sur le dos du contribuable nigérien. Exige par conséquent un audit indépendant de la SONIDEP et du Fonds de l'énergie afin de faire toute la lumière sur leur gestion. Rappelle au président de la République son devoir constitutionnel de protéger et préserver les ressources nationales au seul profit des Nigériens. Rejette les arguments avancés par le gouvernement et reste ferme et intransigeant sur l'annulation de cette décision impopulaire qui a déjà commencé à engendrer des effets néfastes sur les produits de première nécessité et les coûts du transport. Demande au gouvernement de prendre toute la mesure du problème afin d'éviter à notre pays des épreuves inutiles aux conséquences imprévisibles et dont il sera le seul comptable devant l'histoire. Pour l'intersyndicale des travailleurs du Niger, aucun sacrifice n'est de trop pour rétablir un État respectueux des droits de la personne humaine, d'où cet appel à l'ensemble des travailleurs du Niger à une mobilisation massive pour les actions à venir. Voilà donc Omar, j'en viens à vous. On vient de suivre donc cette déclaration de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui regroupe 3 des principales centrales syndicales de notre pays, les plus représentatives en tout cas. La déclaration a été rendue publique au lendemain de la rencontre que le chef de l'État a initiée, donc comme je le disais à l'entame de ce journal, avec les différentes couches socio-professionnelles du pays sur cette décision du gouvernement donc d'augmenter le prix du gasoil, du litre du gasoil à la pompe. Alors, ils sortent de la rencontre avec le chef de l'État et puis ils rendent public, disons, ces centrales rendent public cette déclaration pour dire qu'elle rejette donc les arguments, que pour elle, le fond, c'est qu'on veut sauver la SONIDEP. Est-ce que pour vous, parce que vous êtes quand même un des organisateurs de cette rencontre entre le chef de l'État et ses structures, est-ce que pour vous, la rencontre n'a peut-être pas porté de fruits, puisque si les structures qui sont parties prenantes à la rencontre sortent et disent que les arguments qui leur ont été avancés ne les a pas convaincus, ça veut dire quelque part que la rencontre n'a pas porté de fruits, elle n'a pas été un succès? On ne peut pas dire que la rencontre n'a pas été un succès, puisque ce n'est pas la seule centrale qui est rencontrée, elles sont nombreuses. Chacun, quand il sort, il y a ses motivations propres qui peuvent l'amener à dire une chose ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est que le président a pris 3 heures de temps pour leur expliquer 2 choses essentielles. Sa préoccupation à garantir la disponibilité du gasoil et sa préoccupation à faire en sorte qu'il n'y ait pas un impact assez conséquent sur le pouvoir d'achat des citoyens. Alors, effectivement, j'ai même vu ceux qui ont applaudi le président de la République séance tenante dans la salle, absolument, faire des déclarations pour dire que ce qui est expliqué ne tient pas. Alors, ils ont un devoir de cohérence vis-à-vis d'eux-mêmes. Comment vous expliquez cela? Alors, si dans la salle, on donne l'impression d'être d'accord et on sort pour dire... Oui, mais c'est qu'on a une idée fixe. On pense qu'on détient là les bons bouts par lesquels il faut considérer ce qu'on a déjà en tête et continuer à organiser les désordres. J'en sais rien. Je suppose qu'il y en a qui ont leur agenda. Les mêmes qui, chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, pensent qu'ils ont une occasion pour...
qu'il y ait du désordre. Peut-être que c'est la même motivation qui fait qu'ils sont insensibles à des arguments rationnels qui sont avancés par le président. Mais tout de même, cette question de l'augmentation du prix, c'est quand même une question assez importante, puisque, comme ces centrales l'ont dit dans la déclaration, déjà on a commencé à sentir les conséquences de cette augmentation. Je prends par exemple le prix du sachet de lait de Solani qui est passé de 100 à 125 francs CFA par exemple. Oui, mais il faut situer les choses telles qu'elles sont. C'est qu'il y a quand même, vous le savez bien, une situation au niveau international qui a fait que tous les pays du monde vivent une augmentation des prix des produits pétroliers. Le Niger ne vit pas en vase clos. Le Niger n'est pas un isolant. Il va de soi aussi que le Niger en ressente les effets. Et c'est là d'autant plus que, vous le savez, on a des pays voisins qui ont le prix du gasoil qui est inférieur au nôtre et qui viennent à travers beaucoup de camions qui ont une capacité chacun au moins de 1600 litres pour repartir avec notre gasoil, ce qui nous crée une véritable difficulté. Vous savez, la consommation ici au niveau local, elle est de 23 millions de litres. Avec ce qui se passe, l'impact qu'il y a donc de cette augmentation dans les autres pays, on est passé à plus de 50 millions de litres par mois. Mais comment c'est géré? Comment est-ce que c'est permis, on va dire, cette ruée de ce pays sur notre pays, sur sa consommation? C'est la liberté des marchés. On ne peut pas, on est dans la CEDEAO, on est tenu par des mesures au niveau international, au niveau sous-régional, donc on ne peut pas empêcher... Et pourtant, la ville, le Niger a suspendu l'importation à un moment. Oui, bien sûr, le Niger a suspendu l'importation, mais on ne peut pas empêcher à un camion qui est venu livrer des marchandises dont les Nigériens ont besoin de repartir, et on ne peut pas créer des mécanismes pour lui empêcher de prendre du gasoil. Même si par ailleurs, maintenant, dans la disposition des choses, on essaie de mieux gérer ça, mais dans les faits, sur la pratique, ce n'est pas une entorse à la loi que de venir s'approvisionner en gasoil. Mais il faut qu'on comprenne les dispositions nécessaires pour juguler ça. Et le fait d'augmenter les prix pour le niveler à un des pays par lesquels des camions viennent chez nous, 850 camions qui peuvent être observés par jour à Gaïa, qui viennent prendre des... Rien que le fait de niveler les prix avec celui du Bénin, ça fait en sorte que cette pression à ce niveau-là, elle a diminué. Absolument. Elle a déjà diminué. Et on a tout de suite senti les conséquences de ça, c'est qu'au Bénin, la pénurie s'est installée. Et donc, voilà. Mais ça, c'est peut-être l'argument, on va dire peut-être la motivation, mais vous avez suivi avec nous ces centrales, la déclaration de ces centrales, ce qu'elles disent, et beaucoup d'autres acteurs d'ailleurs qui ont pris part à la rencontre, c'est que, en résumé, c'est peut-être même pas ça le fond du problème, c'est que on veut sauver la SONIDEP. Est-ce que c'est aussi ça a guidé cette décision? Absolument pas. Ce qui guide principalement la décision, c'est qu'il faut garantir du gasoil pour que les gens puissent le consommer. Est-ce qu'au cours de la rencontre, on va parler de la SONIDEP qui est dans une situation difficile? Je vais y arriver. Si on ne garantit pas la disponibilité du gasoil, c'est qu'il y aura une rupture totale. Et la rupture, vous savez ce qu'elle peut entraîner. C'est que même sur des aspects où on veut sauvegarder le pouvoir d'achat des citoyens, ça va être une conséquence désastreuse. L'électricité va augmenter, les prix des marchandises vont augmenter parce que les camionneurs vont être obligés, puisqu'il n'y en a plus au Niger, de l'acheter au prix du marché. Et le prix du marché, c'est minimum 900 000 francs CFA. Les transporteurs, voyageurs seront obligés d'augmenter leurs billets à un prix qui ne peut pas être supporté par les citoyens parce que tout simplement, eux aussi, ils seront obligés de l'acheter ailleurs. Mais le prix du gaz va augmenter. 668 francs, c'est pas loin de 800, de 900 aussi, non? Ah, mais quand on l'achète à 1000 francs, les gens, vous savez, la conséquence que ça peut entraîner si ce n'est pas régulé par l'État, quand on amène à 668, c'est qu'on nivelle avec le Bénin, comme je le disais tout à l'heure, et ça permet d'éviter la pression qu'on est en train de subir. Mais donc, si 600 c'est la même chose que 900, pourquoi les gens se plaignent d'une augmentation de 130 francs? Alors on peut considérer que 500 francs c'est la même chose que 600 francs. Non, mais quand vous dites que si par exemple le camionneur doit aller l'acheter à 1000 francs, en ce moment qu'on sentira la conséquence. Et là, même sur les 600 déjà, certains ont commencé à appliquer des prix du fait de cette augmentation. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du prix du lait. Il faut savoir qu'il y a 4 mois déjà, il y avait des discussions pour que le
lait passe de 100 à 125 francs. Bon, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sautent sur l'occasion pour tout de suite augmenter. Il y a des gens qui spéculent toujours. Et le gouvernement, dans les discussions qu'il a eues avec ceux qui sont sérieusement concernés par la question, a envisagé des mesures d'accompagnement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une spéculation comme ça en désordre qui va on va venir à ces impacter mesures les citoyens. d'accompagnement. Parlons de la SONIDEP alors. Est-ce qu'elle n'est pas au cœur de cette augmentation, la situation de sa gestion antérieure ou actuelle même? Est-ce qu'elle n'a pas été un des arguments pour augmenter? Parce que si on prend la nouvelle structure des prix, on remarque qu'une grande partie de cette augmentation de ces 130 francs CFA part au niveau de la SONIDEP pour quelque part, dit-on, essayer de renflouer ses caisses. Non, pas du tout. La SONIDEP, tout comme la SORAS, sont des outils d'autonomie de notre pays. Ce sont des outils qui nous sont indispensables. Pour la SONIDEP, on l'a observé depuis sa création en 1977 à aujourd'hui. Et ceux qui étaient dans la salle, quelques-uns en tout cas qui avaient pris la parole, avaient estimé qu'à un moment, c'est parce que le personnel de la SONIDEP est innombrable que donc un problème de gestion se crée. Bon, même là, même si dans l'absolu, il y a un souci de gouvernance, comme ça peut s'observer dans beaucoup de trucs. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président a donné des instructions fermes au niveau des DG qu'il a nommé au niveau de la SONIDEP pour que la gouvernance à ce niveau soit améliorée. Mais quand on parle, y compris dans les détails, on va se rendre compte que le personnel sur lequel beaucoup s'agitent, ça ne représente que 1,2% du budget de la SONIDEP. Mais c'est déjà pas mal, mais je vais dire que des dispositions sont en train d'être prises. Le DG SONIDEP peut-être sera sur votre plateau, il l'a expliqué ces jours-là, et je peux vous assurer que tous ceux qui étaient dans la salle l'avaient applaudi, sans exception. Quand il a décliné les mesures qui sont en train d'être prises sur instruction du président de la République pour améliorer la gouvernance de la SONIDEP. Mais la SONIDEP, il ne faut pas oublier, mais je ne suis pas venu parler de la SONIDEP puisque ce n'est pas ça qui a motivé l'augmentation. Je vous avais dit que c'est pour garantir la disponibilité et pour maîtriser le pouvoir d'achat. Mais la SONIDEP, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les prix de l'énergie même dont vous parlez. Et la SONIDEP aujourd'hui, c'est elle qui supporte les dettes liées à ce fonds d'énergie qui n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la SONIDEP, elle a des dettes de presque 43 milliards au niveau du fonds d'énergie. Donc on pense que le fonds d'énergie en lui-même il est suffisant alors que ça doit payer 43 milliards à la SONIDEP. Donc c'est des choses qu'il faut voir. Ok, alors on a entendu ces structures, même si vous dites que voilà, certains ont applaudi dans la salle et puis sont ressortis faire les déclarations, mais c'est quand même une frange importante qui conteste cette mesure d'augmentation. C'est vrai qu'on a vu le comité interministériel qui a été mis en place, et qui a eu un accord avec les transporteurs et tout le reste, mais on continue de suivre quand même la levée de bouclier continue, la contestation, disons le rejet de cette mesure continue. Sur quoi est-ce que le gouvernement pense pouvoir agir pour pouvoir contenir aussi ces différentes actions de contestation? Est-ce qu'il y a eu parce que le reproche a même été fait sur l'initiative du chef de l'État. Pourquoi ne pas faire la rencontre avant? Pourquoi aussi, c'est d'ailleurs aussi une des questions qui est ressortie, pourquoi c'est lui qui a pris le devant pour essayer d'expliquer pourquoi ce ne sont pas, par exemple, le comité interministériel ou le ministre du Commerce qui a pris la décision? Pourquoi le président de la République a décidé de mettre, comme on dit, la main à la pâte? Est-ce que ça ne relevait peut-être pas d'autres niveaux de décision? Non, vous savez, le président de la République avait pris un engagement depuis son arrivée au pouvoir où il a rencontré les centrales syndicales, il a rencontré la société civile et il leur a donné sa parole comme quoi chaque fois qu'il y aura une situation qui nécessite qu'il échange avec eux, qu'il leur fournisse les explications pour s'assurer que toutes les actions qu'ils entreprendraient, ils les entreprendraient en connaissance de cause, il a estimé qu'il va faire les rencontres. Aujourd'hui, sur la situation du gazoil,
gasoil, c'est tout à fait naturel pour le président, en lien avec la parole donnée, d'inviter toutes ces structures et de leur donner les explications à son niveau. La rencontre ne pouvait pas se faire avant? La rencontre ne pouvait pas se faire avant, le président l'a expliqué pour une raison toute simple. C'est que sur ces questions-là où il va s'agir de l'augmentation, quand on fait des rencontres préalables, c'est que des personnes, pour des raisons de spéculation, peuvent tout simplement refuser de vendre le gasoil, les stocker en attendant l'annonce de la décision. Et donc tout de suite, la pénurie va se créer, la rupture va se créer et donc directement on pourra l'acheter à 1000 francs ou même à plus de 1000 francs. Donc il faut éviter cette situation qui ne peut pas être jugulée très rapidement si on procède de cette façon. Mais donc dès qu'il y a eu l'annonce, on s'est mis à faire la rencontre et il y a un comité interministériel qui a été mis en place par le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Et ce comité, il a rencontré les principaux acteurs concernés. On a rencontré par exemple les différentes centrales en ce qui concerne les transporteurs voyageurs. On a pu rencontrer les vrais concernés. Il y a un d'entre eux qui a expliqué qu'il a à lui seul plus de 150 camions. Lui, il est convaincu que si on n'augmente pas le prix du gasoil, et il l'a intellectualisé bien avant, si on ne l'augmente pas, c'est qu'il sera obligé de l'acheter à 1000 francs. Donc lui, le fait qu'il y ait seulement une augmentation de 130 francs, avec la garantie du pouvoir de contrôler beaucoup d'autres choses et de proposer des mesures d'accompagnement, c'est quasi absolument, c'est une aubaine pour lui. Mais si ce n'est pas le cas, il y a d'autres, et ils l'ont expliqué en séance tenante, il y a des gens qui disent être un syndicat de transporteurs voyageurs. Ça fait partie du lot de ce que vous dites, qu'ils contestent. Ils n'ont aucun camion. Tous les bureaux, il n'y a aucun d'entre eux qui a un camion. Mais en fait, eux, ils sont un regroupement de syndicats, de conducteurs de taxi, de conducteurs de transport interurbain et tout le reste. Ça représente quand même aussi des acteurs quand même. Le syndicat de taxi, c'est un acteur. Les transports FABA, c'est des acteurs. On est bien d'accord. Mais même là, quand vous pouvez sentir là où les choses ne tiennent pas la route. Les transporteurs de FABA, ils sont plus de 600, il n'y a que 100 qui roulent au gasoil. Au nom de quoi des gens vont sortir pour dire que c'est 80% qui roulent au gasoil et que de ce fait, ils augmentent les prix. Donc, il y a des fois des choses qui ne correspondent pas à la logique. Nous, on avait expliqué qu'on est prêt à rencontrer les 100 sur les 600 qui roulent au gasoil pour voir comment est-ce qu'il faut leur proposer quelques mesures d'accompagnement comme on a pu faire le faire pour les autres acteurs. On va justement parler de ces mesures. Quelles sont-elles ces mesures qui ont été prises pour accompagner cette décision qui passe tout de même, puisque c'est depuis le 1er août que c'est mis en vigueur et puis ça s'achète donc comme annoncé. Quelles sont les mesures qui ont été prévues pour accompagner cela, pour que justement le consommateur, les populations, ceux qui ont les faibles revenus ne ressentent pas qu'il y a eu une augmentation du prix du gasoil et que du coup les produits qu'ils achètent au quotidien aussi. L'une des premières mesures, c'est de dire qu'il faudrait dans les prochains jours, et toutes les structures qu'on a qui sont dédiées à ça sont à pied d'œuvre, qu'il y ait une garantie de la disponibilité du gasoil. Si le gasoil n'est pas disponible, il y aura rupture et forcément il y aura une augmentation des prix à tous les niveaux. L'autre garantie, c'est que justement, on a choisi d'augmenter le gasoil, qui n'est pas en réalité une consommation très répandue au niveau des citoyens comme l'essence, pour justement qu'on n'augmente pas au niveau de l'essence. Parce que c'est possible aussi. Oui, mais pour l'instant, les dispositions sont prises pour qu'au niveau de l'essence, qui concerne les citoyens de façon générale, le plus grand nombre, que ça n'augmente pas. On est en train de prendre des dispositions pour que l'électricité n'augmente pas. Vous parlez tout à l'heure de la SONIDEP. La SONIDEP, aujourd'hui, on peut même considérer qu'elle subventionne la Nigélec, puisque 22% du gasoil est au niveau de la Nigélec. Or, donc, si là, on ne prend pas de dispositions pour que la Nigélec puisse s'approvisionner comme on le fait actuellement, c'est que c'est le prix de l'électricité qui va augmenter. Or, on s'est engagé dans les mesures d'accompagnement qu'il n'y ait pas une augmentation de l'électricité. Tout comme on s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas une augmentation du gaz et
En même temps, on a discuté avec les transporteurs voyageurs, on leur a proposé un certain nombre de mesures d'accompagnement, dont le renouvellement des parcs, dont la suppression de certaines taxes, de manière à ce qu'ils n'augmentent pas les prix et que ça ne se répercute pas sur les marchandises. Donc, toute autre augmentation que vous avez pu observer sur le terrain, ça relève de la pire spéculation, ce n'est pas lié aux mesures, c'est comme ce qui se passe pendant les mois de Ramadan, il n'y a rien en dehors du fait que c'est le Ramadan. Mais ça renvoie encore et toujours à la responsabilité du gouvernement. Mais c'est même cette spéculation aussi. Qu'est-ce que le gouvernement justement, et ça aussi, on a convenu donc avec les principaux acteurs concernés que le gouvernement prendra des mesures pour éviter que des spéculations comme ça abusent. On a vu par exemple l'arrêté du ministre des Transports sur le prix de la course de taxi, mais ça n'a jamais été respecté. Et quelle qu'elle soit, est-ce qu'il y a de nouvelles mesures, de nouvelles dispositions qui peuvent être envisagées? Il y a une task force qui existe, qui réfléchit, y compris au niveau des pompes, des stations d'essence par rapport à la disponibilité, mais même sur les personnes qui spéculent sur les prix qu'ils augmentent comme ça de façon indue, il y a des dispositions pas tout à fait faciles qui vont être prises pour essayer de gérer. Effectivement, il va falloir un moment peut-être sanctionner quelques contrevenants, mais au niveau du transport voyageur, tout naturellement, on a compris que le marché lui-même va réguler la légère hausse qui peut être observée et comprise à partir d'un moment sous l'encadrement du gouvernement, puisqu'on a estimé que sur l'axe le plus lointain et le plus difficile, il n'y a pas de raison au départ des discussions qu'on a faites et sur les choses dont on a convenu que le prix soit supérieur à l'augmentation soit supérieure à 2000 francs CFA. Mais on a compris que tout doucement, même cette augmentation, elle ne va pas exister du fait même de la concurrence, du fait même du marché. Ok, alors l'autre question, c'est qu'on est dans une sorte de... Enfin, on va dire par habitude, lorsque les prix montent, ils ne vont jamais descendre. Est-ce que si on arrive à normaliser tout cela, ce prix du litre du gasoil à la pompe qui était de 538 va revenir à son prix? C'est-à-dire, est-ce qu'on va à un moment revenir sur ce prix de 668 francs CFA? Vous savez, de par les dispositions de texte, c'est que chaque début du mois, on doit revoir la question des prix. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas augmenté alors que de par le monde, depuis 2013, les prix du gasoil, les prix des produits pétroliers de façon générale se sont mis à augmenter? C'est qu'au Niger, il y a une mesure qui a été prise, une décision très forte du gouvernement depuis 2013 à faire en sorte que les prix soient stables du fait de la subvention, du fait de certain nombre de choses qui sont gérées au niveau de la SONIDEP. Et vous avez pu remarquer que de 2013 à aujourd'hui, jusqu'à en tout cas la dernière décision, les prix sont restés stables au Niger alors qu'ils augmentent partout ailleurs. Et donc, ici... Les citoyens demandent même qu'ils soient revus à la baisse. Oui, mais ils ont tout le temps demandé cela aussi. Oui, mais ça peut être revu aussi à la hausse. Donc, si on a essayé de les stabiliser, c'est pour protéger. Si on voit ça, les citoyens seront plus perdants puisqu'il y a eu beaucoup de raisons de la révision à la hausse. Mais on n'a pas été impacté du fait des mesures qui ont été prises. Maintenant, si c'est allé, c'est pour effectivement continuer à faire en sorte que sur d'autres aspects, ça ne change pas. Donc, quand la situation va changer, tout naturellement, il y aura des discussions qui feront en sorte qu'on puisse gérer la situation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nos maraîchers, ils utilisent eux-mêmes du gasoil. Parce qu'ils ont considéré que des bouteilles sont de gaz, je vais dire, deux bouteilles de gaz, qui est aussi pris en charge par la SONIDEP, deux bouteilles de gaz sont plus bénéfiques que 200 litres d'essence. Et donc, aujourd'hui, ils se convertissent tous au gasoil. Donc, il faut en assurer la responsabilité, sinon, y compris nos maraîchers vont avoir des difficultés. Et comment on assure ça? Vous parlez de la SONIDEP, comme ça, vous voyez un peu l'ampleur des choses qui sont gérées, y compris au niveau de la SONIDEP. C'est que la SONIDEP, aujourd'hui, ces gaz-là, elle l'achète très cher, à 1070 francs le kilo. Au niveau de la SORAS. Et elle les revend aux citoyens à 128 francs. Vous voyez la différence? S'il n'y a pas cette subvention,
les citoyens ne pourraient pas consommer les gaz. Donc pour ceux qui se plaignent de la SONIDEP, il faut qu'à travers certaines choses qu'ils puissent observer aussi ce qui est en train d'être fait. Nous, on ne défend pas à tout prix la SONIDEP, mais on sait ce qui est important à ce niveau. Il y a des choses qui relèvent de la mauvaise gouvernance qui ont été observées depuis 1977 sous le Conseil militaire suprême. Donc on a un DG, c'est sa famille, c'est des gens autour de lui qui sont toujours nommés au niveau de la SONIDEP. Et c'est ces choses-là qu'on est en train de travailler à éviter, à juguler. Donc il faut peut-être aller aussi vers un audit, parce que les syndicats l'ont demandé, beaucoup de gens demandent, oui, on est peut-être d'accord que c'est quand même un outil de souveraineté, comme vous l'avez dit, mais puisque des actes de gestion ont été, de mauvaise gestion, on va dire, ont été reprochés, on peut aller, par exemple, à un audit. Et ils viennent un peu en retard par rapport au président, puisque le président l'a demandé depuis longtemps et cet audit, il est en train d'être fait. Merci beaucoup, M. Omar Moussa. Merci vraiment d'être passé sur le plateau de la télévision La Bari. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet adjoint en second du président de la République, Mohamed Bazoum. Avec vous, nous avons échangé donc sur la décision du gouvernement prise le 31 juillet dernier qui a donc consacré l'augmentation du prix du litre du gasoil à la pompe qui passe donc à 668 francs CFA. Merci d'être passé sur le plateau de la télévision. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre suivi. C'est donc la fin de ce journal. Merci et bonne suite des programmes sur la télévision.